Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord et merci pour l'introduction. Donc, comme vous le voyez dans le titre, la partie gaz à effet de serre ne sera pas abordée. Parce qu'elle a vu l'abstract, il m'a dit tu as besoin d'une heure et au plus. Donc, j'ai coupé beaucoup de choses, mais je peux répondre à des questions, notamment les relations stock et gaz à effet de serre. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions à part ça. Donc, vous voyez le titre, donc c'est l'introduction des prairies dans les rotations de culture, et avec un focus beaucoup plus sur le stock de carbone et l'augmentation des stocks à travers cette pratique. Mais avant de commencer, donc juste vous donner un aperçu quand même de la partie de l'intensification de l'agriculture depuis les 12 000 ans, qu'est-ce qu'on a fait dans ces systèmes. C'est que systématiquement, on a appauvri le sol, à peu près 133 milliards de tonnes de carbone qui ont été partis dans l'atmosphère avec différentes pratiques, notamment l'intensification des cultures, mais aussi par l'élevage. Et donc, au rythme actuel, moi, c'est des chiffres qui sont abondants dans la littérature. Donc, à peu près, on perd environ 23 milliards de tonnes par an. C'est ce qui est équivalent, c'est de 12 millions d'hectares par an, et ce qui se traduit par une perte de 7,6 millions de tonnes de céréales par an, ce qui peut aggraver un peu la situation à la fois pour les gaz à effet de serre, en tant que l'agriculture est productrice de ces gaz, mais aussi contribuer à réduire aussi la question de sécurité alimentaire. Donc, nous avons une dette, et cette dette-là, je ne pense pas qu'avec tous les besoins de l'agriculture, qu'on va pouvoir la réduire, mais ce qu'on peut faire, c'est un peu l'améliorer. Et donc, automatiquement, quand on perd de carbone, il y a des impacts. Donc, des impacts très visibles, vous connaissez très très bien, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, les pertes de carbone donc, compromettent les services écosystémiques du sol, à la fois la rétention et approvisionnement en eau, qui est l'eau et la matière organique sont des éléments très très corrélés, notamment dans les événements de sécheresse et j'en passe, la disponibilité des nutriments et le stockage de carbone et la sécurité alimentaire. Donc, c'est très, très corrélé. Et donc, il y avait cette initiative qui était lancée en 2005 par Stéphane Le Foll à l'époque, ça commence à dater devant le COP 21. Et ben, c'était l'histoire de 4 pour 1000 pour à la fois attaquer la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi assurer la structure de sol parce que la matière organique, notamment, améliore le sol. Et donc, le principe a été simple. Donc, si, par exemple, donc le calcul ou le principe qui a été simple, si on considère les émissions annuelles de gaz à effet de serre provenant du carbone fossile qui sont estimées à 8,9 gigatonnes, une estimation globale de stock de carbone jusqu'à 2 mètres, ce qui a été fait. Donc, on a à peu près 2400 gigatonnes et le calcul, comme on est arrivé à cette 4 pour 1000 ou 0,4%, c'est qu'on prend les émissions des émissions fossiles et on divise par le stock à 2 mètres et on a ce chiffre. Et donc, ce chiffre-là, normalement, s'il est établi sur toutes, c'est-à-dire tout confondu, on pourra réduire les gaz à effet de serre par à peu près 16%, ce qui est énorme. Mais dans la pratique, ce n'est pas possible. Parce que tous les terres ne sont pas que des systèmes agricoles, il y a des systèmes naturels. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a aussi une autre contrainte, c'est que stock de carbone, c'est une contrainte des éléments, c'est ce qu'on appelle la stoichiométrie, c'est-à-dire carbone, azote, phosphore, donc ils sont très longs. Donc chaque tonne de carbone, il a besoin d'une quantité d'azote. Et donc, cette quantité d'azote, il faut l'augmenter. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à augmenter ces rapports sur ce N pour pouvoir stocker plus de carbone. Ce qui n'est pas possible si on considère aussi les contraintes d'azote, parce qu'on a tendance à réduire l'azote, parce que l'azote, il contribue au gaz à effet de serre. Bon, il y avait un compromis. Cette initiative, il a suscité beaucoup plus de débats. Il a même généré des sceptiques par rapport à ça et se sont focalisés plutôt sur l'histoire de 4. Mais on s'en fout si c'est 4, si c'est 1, si c'est 2. Le plus important, c'est qu'on arrive à quelque chose. Mais les gens se sont focalisés beaucoup sur ça et ça continue. Maintenant, le 4 pour 1000 commence à faire son chemin. Et donc,
la question majeure qui reste normalement pour établir, pour pouvoir éteindre, ce n'est pas les nutriments, c'est super, c'est très bien, notamment dans les systèmes agricoles. C'est ce qui est important, c'est les rentrées de carbone. Parce que pour stocker le carbone, il te faut les rentrées de carbone. Alors, quand dans les systèmes agricoles, on est justement, parce qu'on exporte du carbone, donc il y a peu de carbone qui rentre dans le système. C'est ça ce que le dilemme qu'on a dans ce genre de trucs. Nous avons effectué justement dans le cadre d'un générer un papier il y a, bon, je pense, en 2020-2021, pour voir justement comment on peut choisir les types de pratiques à la fois pour voir, comme vous voyez, donc justement pour, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que il faut que la partie input ou la partie rentrée de carbone soit beaucoup plus importante que la partie sortie de carbone. C'est là où il y a une très grande différence normalement entre ce qu'on appelle je ne vais pas faire le cours, entre le stockage et la séquestration. Le stockage, c'est-à-dire toute la partie qu'on accumule et qui est susceptible de partir en partie dans l'atmosphère ou dégradée à travers la mise en le travail de sol, etc. Et la partie séquestration, c'est-à-dire le bilan net qu'on extrait, qui rentre dans le matrix et qui ne sort pas. C'est ça, le séquestration. Donc, il y a deux. Et dans la littérature, il y a toujours cette confusion. Il y a beaucoup de papiers qui confusent les deux, mais ce n'est pas, et je pense que ça a été aussi expliqué dans un papier dernièrement dans Global Change Biology, mais aussi dans le rapport à 4 pour 1000 au niveau à l'échelle nationale, que c'est très important de faire cette différence, notamment pour les politiques, parce que le stockage, ce n'est pas la séquestration et vice-versa. Et donc, une des pratiques parmi d'autres, parce qu'il n'y a pas aussi la recette magique, normalement, pour que ça soit un passe-partout qui est applicable partout, sachant qu'il y a 300 000 de types de sols, c'est-à-dire une pratique qui marche ici, ça ne peut pas marcher. Donc, il n'y a pas de recette magique. Il faut aussi faire avec la nature et essayer de comprendre comment le système fonctionne. Et pour la région Poitou-Charentes, qui s'inscrit dans le cadre aussi, on avait développé dans le cadre d'un observatoire de recherche en environnement, ou la culture, ce qu'on appelle culture polyélevage, c'est que l'introduction de la prairie dans les rotations de culture, c'est quel est le bénéfice. C'est-à-dire, à la fois quand on voit, quand on insère une culture, donc il y a dans les rotations, donc il y a le flux, mais aussi il y a aussi la partie qui reste dans le sol. Donc il y a, c'est-à-dire à la fois, on peut augmenter le sol, ce qu'on va voir, mais aussi on peut aussi coupler les choses, c'est-à-dire notamment le carbone, azote, phosphore. Donc c'est ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Et donc par contre, on a un problème. Non, un problème, ça fait partie de la nature. Donc, il y a la durée de la prairie. Vous vous rappelez, donc, avant, il y a quelques années, la Commission européenne, pour préserver la durée de la prairie, on ne sait pas si c'est 5 ans, si c'est 3 ans, mais les politiciens, parfois, ils lancent des trucs comme ça, mais on ne sait pas exactement quel est le bénéfice d'une 3 ans, de 2 ans, de 3 ans, de 6 ans. Donc, quel est son effet réel? Donc, parfois, il faut chiffrer, il faut arriver avec des chiffres et pour pouvoir bien caractériser ce qui est derrière ces chiffres et pourquoi on fait 3 ans, pas 6 ans et quel est le bénéfice derrière. La deuxième question, c'était l'apport de l'azote. Donc, il faut aussi, donc la prairie ne pousse pas tout seul, donc il faut surtout qu'on extrait. Donc, il y a une contribution ou une fertilisation azotée qu'il faut mettre derrière, notamment dans le contexte de protoxyde d'azote, mais aussi les problèmes environnementaux. Et donc, c'est l'objectif que j'essaie ici de voir avec vous ici, c'est la durée de la prairie dans les systèmes de viande, donc 3 ans versus 6 ans. Donc, c'est la problématique qu'on avait abordée ou qu'on avait fixée dans le cadre de l'observatoire, et la quantité d'azote apportée aux prairies, c'est-à-dire élevée ou bien faible. Et cela, à la fois pour voir l'impact sur le rentrée de carbone, sur le changement de teneur en carbone, mais aussi pour la production. Je vais en passer rapidement. La troisième volet, j'essaie un peu de passer rapidement, c'est évaluer l'influence de la durée des prairies sur les stocks de carbone organique de son dans le contexte du changement climatique. Donc, on avait entendu ce matin quel impact il va y avoir, parce que notamment, il y a les pratiques, mais aussi, il ne faut pas oublier le facteur climat ou les changements climatiques qui jouent son rôle aussi à travers les scénarios du GIEC, notamment les scénarios 4-5 et le plus extrême, c'est 8-5, avec ou sans CO2 atmosphérique. Donc, il y a des questions
que je souhaite ici voir. L'allongement de la durée de la prairie, des prairies augmente-t-il l'apport de carbone dans le sol et les stocks de thé? Est-ce qu'un taux d'application élevé d'azote pour les prairies augmente l'apport de C et les stocks de carbone? Et comment la durée des phases des prairies dans les rotations de culture affecte-t-elle le stockage de carbone organique du sol dans les conditions climatiques actuelles et futures? Et donc, comme je vous l'avais dit, l'étude est basée, ou une partie basée sur l'Observatoire en environnement, ACVD, c'est Agroécosystème, cycle biogéochimique et biodiversité, qui fait partie d'un réseau national. On a trois sites qui sont euh, très complémentaires, mais avec un thématique commune, c'est la dynamique de la matière organique, un site de Clermont-Ferrand sur la prairie permanente. Donc, je pense qu'Atia, il va en parler. Le site de Les Unions, qui est une prairie temporaire, l'introduction des prairies temporaires dans les rotations de culture, et un autre site qui est dans le nord de la France, sur les grandes cultures. Et donc, ici, on focalisait normalement sur vous voyez, le système de traitement. On a 25. Oh, j'ai même pas fini. Bon, il faut que je passe rapidement, donc ça ne va pas se faire, Pascal. Bon, je vous montre un peu le dispositif qu'on a ici et que ce que il est en 4 blocs, donc les 4 blocs qui sont répétés dans la répétition de terrain. Et nous avons mis, comme vous voyez ici, on a un système là qui est maintenu en culture permanente, bon, les rotations par le maïs, blé, orge. Et dans l'opposé, il y a la prairie permanente contre une prairie permanente fauchée et fertilisée. Entre les deux, on a un système soit 3 ans de culture, soit 3 ans de prairie, ou 6 ans de culture suivi par 3 ans de kiné. C'est ça, on devrait avoir l'impact de ce qu'on appelle l'arrière-effet d'une prairie, mais aussi ce qu'on appelle le legacy effect. Donc, les résultats ici, ce que je vous présente, déjà, pour une caractérisation initiale, on voit pertinemment qu'est-ce qui s'est passé juste après, normalement. Donc, il y a une caractérisation en 2005 et après, on a effectué en 2014. Vous voyez le nombre de points des sondages jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et donc, ça, c'est la spatialisation. Et quand on rentre dans le détail, vous voyez très bien que les systèmes qui sont maintenus en culture après donc ils ont perdu de carbone, donc on a moins 7 pour 1000, 7,5. Après, les systèmes qui sont maintenus en prairie permanente, il y avait plus 11 pour 1000. Donc on a dépassé largement les 4 pour 1000. Et il y a des systèmes, ça va vous surprendre normalement ici, la prairie pâturée, on a perdu de carbone, à ce qui est normalement a été inattendu. Et donc, quand on voit par rapport à ce qu'on perd au niveau de la littérature, donc on voit à peu près qu'on est à 0,36 tonnes par hectare, donc c'est 3 fois supérieur par rapport aux données qui ont été rapportées au niveau national, c'est-à-dire perte de carbone très variable dans les sols de culture au monde, allant de 0,2 à 12 pour 1000 par an, avec un moyen de 0,5. Et donc, il y a un gain qui était beaucoup plus significant dans la prairie permanente. Donc là, c'était un peu le zoom, ce qui s'est passé. On a une autre campagne normalement qui est en cours d'analyse, c'est-à-dire pour voir un peu après 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans le système, pour voir matcher les 3 campagnes. Là, on va voir en détail qu'est-ce qui se passe. Et donc là, c'est un tableau un peu barbare. Et donc, ce qu'on remarque ici, que nous constatons que par rapport, donc le C3, c'est la prairie, plus c'est une culture de 3 ans, plus suivie de prairie de 3 ans. Et on voit nous constatons que sur les premières tranches de 9 ans, qu'il y a la différence, nous ne constatons pas de différence significative entre les deux pratiques, donc dans l'horizon de surface. Et donc, mais ils sont significativement plus élevés que les cultures, donc vous voyez ici, ils sont plus importants que les cultures, mais aussi par rapport à la prairie. Donc il y a une différence par rapport. La même chose qui se répercute au niveau des rentrées de carbone. Et quand on voit au niveau des racines ou le système racinaire, la situation elle est beaucoup plus stable par rapport à une culture. Et
encore une fois, plus on allonge la prairie, plus on a beaucoup plus de la partie souterraine qui rentre dans les deux, c'est-à-dire la prairie de 3 ans versus les 30 ans qui contribuent. Si on zoome encore une fois un peu plus loin entre 2005 et 2016, donc à peu près le même scénario qui se répète. Donc ça, en ce qui concerne la partie de retrait de carbone. Alors, pour les changements de stock, donc le même scénario qui se produit. Donc, on a moins de pertes que vous avez montré tout à l'heure, beaucoup de pertes de carbone dans la culture permanente, donc maïs, blé, orge, donc on perd de carbone et on maintient quand même, on arrive à maintenir les stocks dans la prairie, donc beaucoup plus importants qu'une prairie de 6 ans. Vous allez être surpris. Et encore plus par rapport à une prairie permanente, mais aussi dans les rentrées de carbone à la fois et pour les changements de C. Donc, si on prolonge un peu la situation 12 ans plus tard, donc vous voyez que la prairie de 3 ans, il est beaucoup plus important sur les cultures par rapport à la prairie de 6 ans et encore plus important par rapport à des prairies campagnes, à la prairie permanente. Donc, je résume parce que Pascal commence à regarder l'heure. Et donc, est-ce que le taux d'application ouais, non, pardon. Je résume donc par rapport à l'allongement de la durée des prairies, augmente-t-il l'apport de C dans les sols et le stock de C? Donc, non, les quantités de C apportées n'étaient pas significativement différentes entre la culture de 3 ans versus prairies de 6 ans, de 3 ans, et donc aussi des prairies de 6 ans versus la culture, mais ils ont fourni plus d'intrants, c'est-à-dire plus de C que les cultures en rotation et les prêts permanents. En ce qui concerne les changements dans le stock, donc la réponse est non aussi. Les stocks de sol n'étaient pas significativement différents entre les cultures 3 ans et les cultures et la prairie de 3 ans et la prairie de 6 ans versus la prairie de 3 ans ou même la prairie permanente. Mais les cultures permanentes, c'est-à-dire à montrer un stock de ces significatifs plus faible en horizon de surface. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, sinon, ou tu veux que je continue? Des questions et qu'on puisse échanger, comme ça sera peut-être ça sera mal. Et si tu as les éléments dans ta présentation, tu les... Attends, je vais passer directement à la conclusion. Et puis... Ouais. Bon. Je ne sais pas comment on fait. Bon, ça c'est la. Bon, vous allez voir, mais bon, vous pourrez voir les questions après. Donc, ce que nous avons remarqué, donc pour le résumer, donc les rentrées de carbone, donc l'intégration des prairies dans les rotations de culture augmente l'apport de C, mais la durée des prairies ne me permet pas d'augmenter davantage la quantité de C. Et donc, en ce qui concerne le changement dans les stocks de C du sol, donc l'intégration des prairies dans les rotations de culture augmente les stocks de carbone dans le sol uniquement dans la couche superficielle, de ce qu'on appelle le topsoil. En revanche, ce bénéfice, c'est-à-dire ne se croit pas avec la durée de la prairie. Donc, il y a une réduction, on a entendu ce matin. Le deuxième aspect, la quantité d'azote appliquée aux prairies, donc par rapport aux rentrées de carbone, donc les apports élevés d'azote pour les prairies ne permettent pas d'augmenter l'apport de C, que ce soit en phase de prairie ou en phase de culture, et que les changements dans les stocks de sol, un taux d'application élevé d'azote pour les prairies n'a pas d'impact sur les stocks de C sur le sol. Donc c'était aussi surprenant parce qu'il y a quand même un recyclage interne. Voilà, donc je ne rentre pas dans la modélisation parce que sinon ça ne va pas. Et je suis prêt. Merci. C'est vraiment des... Il y a toujours plein de choses. Donc, juste une question rapide sur la méthode. Par rapport à la durée à laquelle vous avez, est-ce que les méthodes actuelles de mesure que vous avez fait permettent de regarder des variations justement de stock? C'est-à-dire que est-ce que la précision méthodologique permet d'arriver à ces mesures sur des temps aussi courts sur les rotations, 3 ans ou 6 ans? Parce que souvent, c'est une critique qu'il y avait, c'était de se dire que
Le temps de réponse est tellement long sur les mécanismes de sol, c'est que les méthodes ne sont pas forcément suffisamment précises et que la gamme d'erreurs associées à ces méthodologies peuvent nous amener à avoir des conclusions qui sont un peu difficiles. Bon, je vais commencer par la fin, Pascal. Donc, parce que normalement, quand on mesure les stocks, c'est vrai, la partie, c'est là où les stocks aux séquestrations, donc la partie qui rentre dans la séquestration, c'est 1%. Elle est indétectable. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un pas de temps beaucoup plus long pour pouvoir mieux la caractériser. Mieux. Alors, là, on est rentré de ce qu'on appelle le bas de carbone, les coûts de carbone, les coûts environnementaux, c'est le crédit carbone. Donc, on a besoin, ça devient un engouement par rapport aux agriculteurs, par rapport aux politiques et par rapport au système, au écosystème services de sol. Donc, il faut qu'on arrive à chiffrer exactement ce qui se passe. Donc, la meilleure façon, les incertitudes, on ne peut pas s'en passer. C'est celui qui dit que l'euro-absence sortie, ça fait partie du système, quelle que soit la méthode, les incertitudes vont y rester. La méthode la plus efficace et coûteuse, c'est le grand measurement, c'est-à-dire les mesures en situ avec un état de suivi tous les 3. Ça, c'est le plus important. Et puisque cette quantité de carbone qui rentre minime, donc il y a des méthodes qui sont en train de se mettre en place par rapport à la spectrométrie, donc c'est-à-dire on prend un échantillon, et tu as une valeur appelée. Ça reste à l'état, comment dirais-je, embryonnaire. Ce n'est pas encore très développé. On peut aussi la combiner avec les mesures spatiales, c'est-à-dire toute la partie des photos, pas de photos aériennes, mais des satellites. On pourra. Donc, il n'y a pas une méthode unique, une recette magique qui pourra. Mais c'est l'agrégation de ces méthodes, c'est-à-dire de la parcelle, ce qui était déjà dans un papier avec Pete Smith, c'est qu'il faut agréger de la parcelle à la région et à l'échelle beaucoup plus pour pouvoir avoir une idée qu'est-ce qui se passe dans le système. Et tout dépend de la question et de vouloir. Merci. Question Ali. Oui, merci. Merci pour la présentation. Ma présentation, vous n'avez rien vu. Merci aussi pour la qualité du résumé. J'espère qu'on aura un bel article dans la Ouais, ça j'y promis. Parce que là, on reste un peu sur notre fin, à la fois à l'oral et à l'écrit. Ouais. J'ai quand même l'impression, si j'ai un peu compris, que ton propos dissonne un peu avec le propos du premier orateur. Et ça ne va pas nous faciliter la vie, et encore moins celle des politiques. Hein. Du point de vue Carbone et prairie. Ah oui, c'est là. Comme je disais, moi, je ne peux pas inventer les chiffres. Donc, est-ce que c'est les mesures? Donc, c'est les mesures. Donc, si on n'arrive pas dans les mesures qui sont suivies dans le temps, dans le cadre d'un observatoire, on n'est pas censé maquiller les chiffres. Donc, il y a une expérimentation bien réfléchie, bien design pour pouvoir suivre. Et c'est la réalité. Mais je ne dis pas que cette réalité est extrapolable partout. Ce qui dit, je disais qu'il y a 300 000 types de sols, les climats, il y a plusieurs choses qui arrivent. Mais on va être dans cette langue de grandeur. Il y a une chose qui est importante, là, ce que nous avons remarqué, à Clermont-Ferrand, il y a 2 sites dans le cadre d'une thèse, qui est cette thèse d'Alien, et une autre thèse avec une autre comparaison, que ce que nous avons observé, c'est que les systèmes pâturés, il y a une hétérogénéité de système. Il y a des zones où on perd du carbone et des zones où on gagne du carbone. Et les zones qu'on a suspectées où on perd du carbone, parce que l'animal, il apporte quand même ce qu'on appelle une matière labile, une activité microbienne beaucoup plus importante, et donc ça contribue. Donc il y a quand même les bouses et tout ça qui rentrent dans le système, mais aussi il amène une matière fraîche qui contribue à ce résultat par rapport à une prairie fauchée. Donc ça génère le problème et ça génère autre temps. Un autre problème, c'est que il y a quand même un problème entre le stockage, ce qu'on stocke et ce qu'on relargue en termes de gaz à effet de serre. Et donc, là encore, ce n'est pas tout à fait très bien clair. Après la pause, Katia aura un exposé qui pourra peut-être nous amener des éléments. Une dernière question, et puis je vais commencer à inviter les collègues de l'IDEL à se rapprocher pour leur flèche. J'ai 2 petites préoccupations. Vous avez soulevé un débat parce que j'ai souvent participé à ce genre de débat. Je ne travaille pas sur la séquestration de carbone ni sur le stockage, mais quand j'évalue les travaux
liées au stockage de carbone ou à la séquestration. Souvent, les experts ont des débats entre eux. C'est quoi la séquestration? C'est quoi le stockage de carbone? Je voulais encore avoir une précision là-dessus. Et puis, sur l'horizon de surface que vous avez choisi, vous avez pris le 0 à 30 cm. 30, 60 et 90. Je vois là 0,30 cm. Ça, c'est l'horizon de surface. Ouais. Pourquoi pas 0,20 ou 0,10? Il y a un choix, il y a un justificatif. Non, il y a très bonne question. Parce que normalement, c'est des questions justement pour réduire cet aspect des incertitudes. Normalement, je dis, c'est l'introduction des prairies dans les rotations de culture. Donc, nous, on est intéressé pour voir l'arrière-effet d'une prairie. Et donc, c'est-à-dire quand on détruit une prairie de 3 ans ou de 6 ans, et donc on implante une culture, on est obligé de labourer. Et le labour se fait à 25 cm. Donc, on va avoir l'effet d'arrière-effet sur la longueur de labour et son arrière-effet par rapport à cette pratique. Bien entendu, on a donc mesuré dans les 0,10, le 10-20 et le 10-30. Et donc, quand on fait dans le même horizon, il y a une dilution énorme de carbone et de mesures, ce qui revient à ce qu'il avait dit tout à fait Pascal par rapport à des incertitudes. Donc, parfois, il faut être très, très précis. Nous, on l'a fait pour comparer. L'arrière-effet, c'est pourquoi il y avait ce choix. Mais nous avons des mesures où systématiquement à 10, 20, pour des études de cas, dans le cadre des thèses, pour voir un peu le comportement, qu'est-ce qui se passe. Pour la deuxième question, je pense que j'étais très rapide. Stockage, ce n'est pas la séquestration. Stockage, c'est-à-dire on a un système où on ajoute le potentiel de rentrée de carbone, et c'est-à-dire ce stockage de carbone, il est variable d'une année à l'autre en fonction d'usage, en fonction du mode d'utilisation de terre, et donc il est susceptible. Il y a une partie ou une grande partie qui peut partir à l'atmosphère. La séquestration, c'est-à-dire la rétention ou la nette, c'est-à-dire ce qu'on stocke dans la matrice, il est absorbé à travers la photosynthèse et rentre dans la matrice, et normalement, il ne devra pas en sortir. Il est encastré. C'est pourquoi ça s'appelle de la séquestration. Mais dans la littérature, les gens, ils mélangent. Les scientifiques, ils mélangent entre les cinq, et ça met les politistes dans les confusions. Donc, quand on parle de stock, ce n'est pas la séquestration. Donc, c'est ça le message qu'il faut retenir. Merci Ahmed. Et donc, nous allons poursuivre donc avec 2 exposés.